Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Salut Cyril, ravi de Bonjour Nicolas, t'accueillir. ravi d'être là. Euh, Merci à toi de participer, très content de t'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, mais on n'avait pas eu encore l'occasion de faire ce genre de format tous les deux. Euh, du coup, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Donc nouveau webinaire, nouveau format également qu'on va initier. On va être sur un mode aujourd'hui avec Cyril, un peu plus un mode interview pour voilà, donc un peu moins de slides pour un peu plus de spontanéité, etc. Donc on teste ça et on sera très curieux d'accueillir vos feedbacks suite au webinaire par rapport à ça. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. L'objet du webinaire aujourd'hui, c'est de parler de pourquoi et comment déployer une Customer Success Platform et notamment répondre à cette question qui revient souvent, qui est de dire, OK, j'ai déjà un CRM qui est en place dans mon entreprise. Alors, en l'occurrence, pour Cyril, c'était Salesforce. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'ai un CRM qui est un CRM puissant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me dis, OK, en fait, il faut que je sorte de mon CRM, il faut que je mette en place un autre outil sur la partie Customer Success. Donc, c'est à ça qu'on va essayer de répondre, comprendre ce qui amène à ça, ce que ça amène en plus, quelle complémentarité on peut avoir par rapport à un CRM. Et puis, partager aussi le retour d'expérience de Cyril sur finalement euh, quelles ont été les clés de succès pour lui, éventuellement quels sont ses conseils, qu'est-ce qu'il ferait différemment aujourd'hui. Donc voilà, pour vous aider en tout cas, ceux qui sont dans ce type de démarche, dans ce genre de réflexion, vous aider à, j'allais dire, vous poser les bonnes questions, structurer la démarche de façon à ce que ce soit efficace. Peut-être juste avant de se présenter, je précise quand même que voilà, donc on va être sur une interview avec Cyril. Donc c'est moi qui vais essentiellement poser des questions. Néanmoins, l'objectif c'est quand même que ce soit interactif. Donc vous avez une fenêtre de chat sur la droite. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous confirmer que vous nous entendez bien et que l'image est OK. Donc vous avez un module de chat et vous avez, ok, merci Tom, merci Virginie, et vous avez aussi un petit module de questions qui est donc juste à gauche du bouton de chat. Et là, vous pouvez poser vos questions et on essaiera, en fonction des thématiques qu'on aborde, de prendre vos questions au fil de l'eau en essayant de garder quand même notre fil conducteur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à upvoter pour les questions qui vous intéressent, voilà, pour qu'on puisse rendre ça le plus dynamique et le plus interactif possible. Voilà pour ces quelques mots d'intro. Donc, écoute, encore une fois, bienvenue Cyril. Est-ce que peut-être pour ceux qui sont là et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer un peu voilà, quel a été ton parcours avant d'être VP Customer Success chez Data Impact. Ouais, merci Nicolas pour l'introduction. Euh, Avant Data Impact, j'avais plusieurs vies avec plutôt d'une partie conseil 6 ans. Donc j'étais consultant marketing pour des distributeurs comme Leclerc et des industriels chez IRI, devenu Circana maintenant, qui est notre concurrent. J'y reviendrai. Puis ensuite j'ai bifurqué du côté distributeur. Je suis parti travailler chez Intermarché en tant que chef de marché. À la suite de cette expérience-là, je me suis tourné côté industriel puisque j'ai fait plus de 4 ans en tant que catégorie manager chez Iglo Pufindus. Donc vraiment dans les produits de grande conso, j'ai fait mon parcours dans ce domaine-là avec, comme vous pouvez le voir, plusieurs casquettes et les différents univers, que ce soit le conseil, la distribution ou les groupes d'agroalimentaire. Et à 5 ans et demi maintenant, j'ai rejoint Data Impact en tant que CSM. J'étais le premier CSM puisque avant que je rejoigne l'aventure Data Impact, on appelait ça des Key Account Managers.
Et ensuite, au bout d'1 an en tant que CSM, donc j'avais vraiment des comptes et j'étais là aussi pour aider, aider les nouveaux CSM. Je suis devenu donc CSD, directeur. Et puis le nombre de personnes évoluant, la dynamique étant toujours là, je suis devenu VP Customer Success depuis maintenant presque 1 an. Ok, ça marche. Et je savais pas effectivement que toi, tu avais été le premier CSM Ouais. de l'entreprise, puisque maintenant vous êtes quand même une quarantaine de personnes dans l'équipe avec des CSM, une bonne partie de l'équipe en France, une partie aux US, une partie en Angleterre. Donc j'avais pas l'anecdote que tu avais Oh, été le premier des 40. si, en fait, Euh, j'étais pas le premier dans l'équipe client, mais j'étais le premier avec cette dénomination CSM. Avant, encore une ok, fois, ils étaient Key Account Manager. On cherchait un petit peu sur le modèle aussi à ce niveau-là, quel est le terme qui était utilisé, etc. Donc, c'était pour la petite histoire que, effectivement, sur cette dénomination-là, j'étais le premier à avoir été être en contact avec les clients avec ce rôle de Customer Success Manager. ok, ça marche. Et donc oui, dans ton parcours, on sentait le côté effectivement très très distri, très FMCG, grande Ouais. consommation, pour éviter les acronymes trop les anglicismes. Ouais. Et donc évidemment, ça a un lien avec Data Impact et l'activité que vous avez chez Data Impact. Donc est-ce que tu peux peut-être nous présenter ce que vous faites en quelques mots chez Data Impact et peut-être les un peu la typologie de business ou la typologie de customer success que vous avez chez Data Impact? Ouais. Effectivement, on est spécialisé dans tout ce qui est autour du e-commerce, l'omnicanalité à destination des groupes d'agroalimentaire. Donc, c'est du B2B. Donc, on va avoir comme clients des groupes que vous connaissez, que vous avez dans les supermarchés. Mais nous, on est spécialisé sur ce qu'on appelle le digital shelf, c'est-à-dire sur la partie e-commerce. Vraiment, bon, en France, ça va être les Drive, Amazon, etc. Donc, des grands comptes, pour le coup, qui peuvent aller, comme je le disais, de Nestlé, Unilever, etc., mais aussi à des plus petits clients, des structures plus restreintes. Sur ça, on a maintenant 350 clients, dont une centaine en France. Donc, évidemment, on n'est pas que sur le top 10 des groupes d'agroalimentaire. On travaille vraiment avec tout type de clients, toute taille de clients. Et on a une plateforme à destination de ces clients. C'est une plateforme SaaS sur laquelle on leur donne accès à des données, encore une fois, autour du e-commerce, c'est-à-dire leur assortiment, leur promotion, les prix pratiqués, etc. Donc, dans ce cadre-là aussi, on est 250 salariés maintenant. On a une équipe de 40 à peu près Customer Success. Alors, je dois définir quand même ce que font nos Customer Success Managers, parce que forcément, d'une Oui, il entreprise y à a des l'autre, ça peut définitions être différentes entre les entreprises. Ouais. exactement. Nous, c'est un peu hybride parce qu'on est entre la relation client et du consulting, et on est aussi en charge d'une partie plus commerciale, puisqu'on va être en lien avec le client pour tout ce qui est autour du renouvellement, des upsells qu'on peut faire. Donc, il n'y a pas que la satisfaction du client. Bien évidemment, c'est notre objectif à tous. Néanmoins, on a aussi une partie Une commerciale partie parce qu'on business. Donc, ouais, vous gardez cette casquette AM qui existait avant, mais vous reprenez un peu aussi cette fonction-là. exactement. Et donc, avec un angle très consulting, et donc d'où ton passé aussi dans cet univers-là. Ouais. Et tu disais, oui, pour remettre les chiffres en perspective pour ceux qui nous écoutent, donc une équipe de 40 Customer Success Managers environ, et environ 350 clients. Donc, j'imagine que ça dépend un peu des CSM et de la taille des comptes, mais ça veut dire un ratio de à peine 10 comptes en moyenne par CSM, donc une logique très high touch avec pas mal de points de contact, etc. Enfin, pour que ceux qui nous écoutent puissent voilà, vous voir un peu dans quel schéma de Customer Success vous vous inscrivez. Tout à fait. Ça marche. Donc ouais, comme je disais en intro, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble, donc Data Impact et Scaling, que vous êtes équipé d'une solution de Customer Success. À l'époque, vous n'étiez pas 40, Non. et même la boîte a beaucoup grossi depuis. Est-ce que tu peux expliquer un peu quel était
le contexte à l'époque du coup, où vous êtes rentré dans cette démarche de vous dire, OK, il nous faut un outil sur cette partie Customer Success. Ouais. Effectivement, comme tu le dis, Nicolas, on n'était pas 40, on était à peu près, il y a 2 ans, on était à peu près 15 CSM. Déjà sur un bureau UK, déjà on commençait à avoir des CSM aux États-Unis notamment. Mais voilà, on n'avait personne en Asie alors que c'est le cas désormais. On est une vingtaine en France uniquement maintenant. Donc bon, ça a beaucoup évolué. On travaillait déjà historiquement depuis que moi je suis arrivé avec Salesforce. Mais le contexte, c'était on s'était rendu compte que c'était plus, et ça l'est toujours d'ailleurs, une boîte d'enregistrement qu'un outil d'action. Dans ce contexte également, l'adoption elle était plutôt mitigée et l'engagement était plutôt faible de la part des équipes. Et en parallèle, on avait aussi Google Analytics pour une vue macro des usages sur la plateforme, puisque c'était quelque chose qu'on avait mis en place avec l'équipe produit. Néanmoins, si on est passé sur Scaling, c'est qu'on n'était pas tout à fait satisfait, on n'avait pas forcément de vision consolidée de nos clients, on avait peu d'input, voire pas d'input pour prioriser. Et même la partie reporting, monitoring, à mon niveau, au niveau des CSD, c'était long et plutôt fastidieux. Et in fine, en fait, ce qu'on avait toujours voulu, mais on n'avait pas, c'était une vision de la santé des clients. Et donc, c'est vraiment autour de cet enjeu que ça s'est, la décision a été prise de pouvoir investiguer ce qui se passait. Mais en gros, on n'avait pas de vision sur l'usage de la plateforme, par exemple. On n'avait pas de système d'alerte automatisé pour aider les CSM. Alors, on est effectivement sur un nombre de clients aux alentours de 12, 15 maintenant. Néanmoins, comme on est très, très proche de nos clients, on a besoin d'avoir des actions concrètes et potentiellement de l'industrialisation. Les actions qui étaient très chronophages avec Salesforce, et on voulait gagner en efficacité pour potentiellement, progressivement, passer de peut-être 10, 12 clients à 13, 14. Donc, on avait besoin d'industrialiser une partie des actions. En résumé, on enregistrait client par client, mais on n'avait pas de vision, on n'avait qu'une vision parcellaire et on avait peu d'actions derrière. Voilà. Ouais, pas la compréhension globale, pas vraiment la capacité du coup à prioriser sur lequel de tes clients est-ce que tu mets l'effort, etc. Exactement. Ça marche. Et effectivement, je pense un des premiers sujets dont on a discuté ensemble, c'était la partie score de santé, notamment sur lequel vous aviez un enjeu. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui a été un peu le déclencheur, le déclencheur du projet? Est-ce que ça a été ça le déclencheur du projet pour vous? Ouais, sur le score de santé, oui, ça a été le déclic en fait. Déjà, la première chose, c'était de faire le constat de notre utilisation de Salesforce, de l'adoption, puisque je fais partie de ceux qui avaient, au moment d'avoir un outil, je faisais partie de la décision de prendre Salesforce il y a 5 ans à peu près. Néanmoins, c'est ça. On le sait tous, c'est un outil très sales. Il n'y a pas de visu sur les usages, comme je le disais précédemment. Il y a pas de KPI pour les Customer Success. Les choses automatisées, etc. En tout cas, donc nous, ce qu'on avait comme option, c'était compliqué. C'était plutôt un outil passif et pas vraiment pourvoyeur d'action derrière. Et donc, le déclic, c'est que quand même, on avait une volonté de mettre en place un score de santé. On avait il y a déjà 2 ans, on avait quand même un nombre de clients aux alentours de 150-200. Donc, on n'était pas non plus sur 15 clients. Donc, on avait besoin de prioriser. Et pour prioriser, il fallait aussi qu'on puisse être en mesure d'avoir un score de santé sans passer par des solutions tierces. Donc, vraiment, on s'est posé pas mal de questions, mais on n'avait aussi pas ou peu d'accompagnement des interlocuteurs chez Salesforce pour nous aiguiller. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire en fait, parce que si je me fais un peu l'avocat du diable, dire Salesforce, on a beaucoup de clients qui utilisent Salesforce. Salesforce, c'est sans doute le CRM le plus puissant, le plus customisable, etc. Ils ont à peu près des modules pour tout, et si c'est pas eux, tu peux les trouver sur leur marketplace. Sur la partie score de santé, tu as un module Einstein. Alors,
Bon, il fait un peu et score de santé, et recoproduit, machin. Bon, bref, c'est leur module d'IA qui est censé faire papa-maman, etc. Donc, bref, j'ai un point de vue sur la question. Mais ce que je veux dire, c'est que vous auriez pu activer des briques Salesforce, probablement. Tu parles d'industrialisation, tu aurais pu mettre des briques de workflow. Qu'est-ce qu'a fait, enfin, à quel moment, toi, tu t'es dit, OK, en fait, c'est pas Salesforce qui va répondre à mon besoin. Enfin, qu'est-ce qui a été déterminant dans déterminant. cette démarche-là? Bah, en fait, c'était au moment justement où on renouvelle, où on se repose la question sur le contrat, etc., que on avait aussi nous remonté le besoin que bon, on nous parle d'un seul coup de ce module Einstein dont on n'avait jamais entendu parler par aucun des interlocuteurs. Alors, je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu nous se renseigner, mais en tout cas, nous, de notre côté, on avait besoin d'avoir ces informations avec quelque chose d'assez facile d'utilisation. Notre engagement, il était vraiment limité. Ça nous a fait douter, surtout du fait que quand on a vu les scores, c'était un peu en live chez eux, on avait un score de 8. Donc, nous, un score de 8 sur 10, alors qu'on était plutôt peu satisfait, l'adoption était faible, on s'est dit qu'il y avait peut-être un souci. Oui, ok. Donc en gros, c'est ça. Le truc, c'est que eux avaient un score. Ils t'ont montré ton propre scoring avec leur module. Et c'est là que tu t'es dit, ok, en fait, nous, on est scoré 8 sur 10, alors qu'en fait, on n'est pas engagé, qu'il n'y a pas d'adoption et que et on est en train de se poser pas mal de questions. Donc, comment ils peuvent bien scorer nos clients s'ils n'arrivent pas à nous scorer correctement, nous, quoi. Ça a été C'est un peu ça. ça Et le truc, on si je a, comprends bien. bah, ça a fait un peu douter, forcément. Et puis après, le coût était assez élevé sur un outil qu'on ne connaissait vraiment pas et qu'aucun de nos interlocuteurs, j'insiste sur le point, ne nous avait vraiment présenté. Donc voilà, on s'est dit, OK, on a cette option-là, mais on va quand même investiguer ce qu'il y a sur le marché autre que celle-là. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là donc que vous avez commencé, donc je pense à faire votre benchmark et côté Salesforce et du côté des outils de Customer Success. Qu'est-ce qui fait, en quelques mots, hein, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur Scaling plutôt que sur une autre solution, que ce soit Salesforce ou une autre plateforme de Customer Success? Bah, on avait effectivement plusieurs solutions qu'on avait investiguées. Je parlais de Salesforce, bien sûr, il y avait de l'Einstein, il y avait d'autres, donc je ne citerai pas, mais on était parti sur Oui, trois, oui, quatre non, c'est pas solutions. l'objet. Mais c'était plutôt, bon, on a fait un scoring aussi. On avait besoin d'un outil hyper intuitif, user-friendly, qui donne aussi plus envie hein, pour aider à l'adoption, parce que c'était vraiment un des gros enjeux. On avait besoin de résultats Ouais. rapides aussi, puis éviter les usines à gaz. Je le dis de manière assez directe, mais quelque chose où le setup va être très très long, en tout cas, qui nous paraissait avec beaucoup d'input de notre part, ça nous semblait être pas forcément la meilleure solution. On veut, en tout cas, on essaie de rester pragmatique, même si on est de plus en plus nombreux. Et on était en recherche aussi d'un bon rapport qualité-prix, tout simplement. Ok, ça marche. Très bien. Et concrètement, aujourd'hui, enfin pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux dire peut-être tu parlais tout à l'heure un peu des défauts ou ce qui te manquait dans Salesforce. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui ce que tu fais finalement dans Scaling, mais j'allais dire on pourrait généraliser le propos en disant voilà qu'est-ce que tu arrives à faire dans une plateforme de Customer Success que tu n'arrives pas à faire ou que tu n'arrivais pas à faire côté Salesforce. Ouais, bah, en fait, concrètement, je l'ai pas plusieurs fois évoqué depuis tout à l'heure. On avait besoin d'un outil de pilotage, mais pas que. On avait besoin aussi de l'action, de l'actionnabilité derrière. Euh, pas uniquement du monitoring, mais aussi pouvoir être passé en mode plan d'action pour les CSM, à notre niveau aussi manager, de pouvoir avoir cette notion-là. La vision manager aussi sur les perfs de l'équipe, une vision par groupe, parce qu'on est parfois sur des contrats, pas que sur la France, mais on va être sur 15, 20 pays, va marcher. Et là, en l'occurrence, on a besoin aussi d'une vision marché, enfin, pays par pays, on va dire, mais aussi une vision agrégée. Voilà, la santé globale de ce compte-là, elle est de temps. Et ça, c'est ce que permet Scaline. Et c'est aussi ce que on n'arrivait pas à faire avec Salesforce. Toujours cette partie qui reste pour l'instant dans Salesforce, c'est la partie commerciale pour une vision chiffrée consolidée des opportunités.
Ouais, tu as tes upsell, cross-sell qui sont gérés encore dans Salesforce pour que niveau data impact et niveau Nielsen, hein, puisque vous avez été racheté aussi par le groupe qui ait cette vision chiffrée qui soit consolidée côté Salesforce. Ça marche. Juste un truc, effectivement, ça fait 2 fois que tu parles du côté, OK, pas juste avoir des insights, mais Ouais. pouvoir actionner la donnée, etc. Donc, tu as évoqué le côté score de santé. Euh, Est-ce que tu peux préciser peut-être ce que tu mets derrière ce côté rendre l'information actionnable? Ouais, en fait, c'est tout ce qu'on travaille ensemble, Nicolas, mais pour être plus précis, c'est dès le début de la collaboration, c'était de pouvoir avoir ce que vous appelez des playbooks, mais en tout cas des plans d'action, des déclencheurs, des triggers qui nous permettent, nous, de se dire OK, là, il y a une problématique sur ce client-là, le health score est passé de temps à temps. Enfin, voilà, avoir des triggers qu'on définisse ensemble pour se dire on va avoir un déclencheur de mail automatique en disant bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que, par exemple, les interactions, c'est juste ça sort de chez nous, mais il n'y a jamais de retour, etc. Tout ce que Scaling permet de faire, permet d'identifier, nous, on les utilise comme des triggers pour derrière se dire, OK, on va aider le Customer Success à mailler avec son client, à reprendre contact si besoin, et aussi à être tout simplement alerté sur le fait qu'il y a un usage qui a baissé, et de pouvoir proposer un call, des insights sur certains des KPI, par exemple. Ouais, donc si je résume en tout cas, enfin les différents points que j'ai retenus par rapport à ce que tu évoques depuis tout à l'heure, il y a le côté avoir une vision 360 de mes clients, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme information sur mes clients, sur tous mes points de contact, et pas juste des interactions, pas juste des meetings, mais aussi qu'est-ce qu'ils font en termes d'usage, qu'aujourd'hui, que tu n'avais pas et que tu n'as toujours pas dans Salesforce, et pour ceux qui enfin, je sais qu'il y en a certains qui essayent de le faire. En général, c'est très compliqué. Tu peux éventuellement remonter un petit peu de stats agrégées dans des champs custom, etc. Mais tu n'auras jamais la donnée au niveau granulaire, au niveau individu. Donc, c'est plus compliqué à partir de ce moment-là de la travailler. Donc, la vision consolidée, la vision sur les usages et le fait, pour reprendre tes mots, de passer d'un outil passif à un outil actionnable où tu peux déclencher les bonnes alertes au bon moment et éventuellement même déclencher des plans d'action pour affecter des tâches ou, enfin quand je dis des tâches, des actions, Ouais. envoyer des emails à travers ce qu'effectivement nous on appelle les playbooks au sein de la plateforme. Ok, Et ça marche. j'ajoute juste un point, c'est que ça peut être à destination des CSM, mais ça peut être aussi à mon niveau, au niveau des CSD, voire à notre boss pour le coup. Si on se dit qu'il y a un intérêt, c'est quelqu'un de très important et qu'on l'a identifié comme tel et on l'a tagué dans Scaling, de pouvoir avoir aussi ce type de playbook. Bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles on travaille ensemble pour pouvoir avoir de plus en plus on va dire ces modèles industrialisables avec le nombre de clients maintenant qu'on a autour de 350. Ok, ça marche. Et tout à l'heure, tu évoquais le fait que dans le choix de l'outil, il y avait la volonté aussi de ne pas mettre en place une usine à gaz, d'avoir quelque chose qui soit assez rapide à déployer, assez facile à prendre en main. Et c'est vrai que, enfin, pour le coup, je suis enfin, complètement d'accord avec toi sur le fait que tu peux avoir l'outil le plus puissant au monde s'il est soit trop lourd à déployer, en tout cas inadapté par rapport à la taille de ta structure, ou s'il est fastidieux à utiliser. Au bout d'un moment, tu as du désengagement, et quand tu as du désengagement, en fait, ton produit a beau être excellent, de toute façon, tu n'en tireras pas grand-chose, puisque la valeur de ton produit, c'est derrière le fait que l'information remonte bien, soit correctement loguée et que les équipes soient dessus. Mais donc, du coup, si on fait un retour en arrière, donc Ouais. un peu plus de 2 ans en arrière, est-ce que tu te souviens un peu ce que le setup avait impliqué chez vous en termes de Mmh. temps de déploiement et quelles équipes avaient été mobilisées à l'époque sur cette partie déploiement? Ouais. De mémoire, on était parti sur déjà un test, un trial de 30 jours à peu près, pour pouvoir valider le choix. Voilà, on s'était mis d'accord sur cette période aussi de test, on va dire. C'était rapide quand même, 30 jours, mais on avait mis aussi les ressources en place pour avoir un déploiement de full API, pour avoir toutes les informations.
pour que on ait directement dans l'outil Scaling les clients, etc. Toutes ces informations-là, malgré l'intégration qu'on avait déjà dans Salesforce. Et on avait besoin, on a fait aussi en sorte d'avoir un déploiement assez rapide grâce à l'équipe produit. En fait, elle a été mobilisée en amont. Elles ont été réactives aussi pour créer les bonnes attentes. Sans cette partie-là, ça aurait été un peu plus compliqué. Bon, encore une fois, avant de lancer le test, on avait validé avec ces équipes, notamment le responsable de l'équipe, pour pouvoir avoir la réactivité, l'agilité aussi. Et peut-être que tu pourras en témoigner, Nicolas, mais je sais qu'il y a eu des calls avec l'équipe produit qui sont très bien passés, sur lesquels les 2-3 points qui pouvaient être un peu bloquants à notre niveau, hein, moi je suis pas dans la partie technique, ont été très 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 vite résolus. Ouais, mais effectivement, enfin, moi j'ai le souvenir que vous aviez été assez réactif sur cette partie-là. Tu évoques le fait que quand même l'équipe produit avait été impliquée en amont aussi du choix et en fait vous aviez aussi prévu de la bande passante pour qu'elles aient cette capacité au moment où vous activez le trial d'être prête et d'avoir de la ressource. Ça, je pense que c'est un point qui est hyper important. Alors vous étiez parti sur un déploiement en API. Je pense qu'on peut passer les détails ici, c'est-à-dire qu'on a une intégration native Salesforce, on a décidé de pas capitaliser sur ça et d'avoir un branchement direct avec votre back-end, donc qui nécessite forcément un petit peu plus de ressources. Mais quand on est même sur des intégrations natives, il y a toujours le tracking de l'application ou à minima, on donne un bout de code donc un JavaScript que nos clients déposent sur leur site, sur leur application. Donc ça prend pas beaucoup de temps, mais effectivement, on s'aperçoit que c'est souvent un point où ça n'a pas été, même si ça prend que 2 heures, ça n'a pas toujours été bien anticipé, puis on se retrouve pris dans une roadmap, etc. Donc, en tout cas, j'entends ce premier conseil sur, OK, si vous lancez un projet et même s'il n'y a que 2 heures de dev à prévoir, anticiper au niveau des équipes produits pour être sûr d'avoir la ressource dispo au moment où vous lancez le projet. Est-ce que toi, tu aurais, de ton expérience, du coup, d'autres bonnes pratiques justement pour faire en sorte que le déploiement fonctionne bien? Oui, juste pour préciser, effectivement, même si c'est 2 heures de dev, si c'est 2 heures qui sont bloquantes et que on va voir l'équipe produit puis que c'est dans 2 mois, ça décale tout le projet de 2 mois. Donc, pas négliger cet aspect-là. Justement, le conseil que je donnerais, c'est de pouvoir impliquer le produit. Juste pour, je sais pas si tu avais l'information, hein, Nicolas, aussi de ton côté, mais typiquement le responsable produit, Xavier, c'est lui qui avait commencé avec Google Analytics pour avoir justement ces données d'usage, etc., qu'on trouve hyper intéressantes, mais très difficiles à gérer et à ressortir de l'action. Oui, donc, il avait aussi, lui, de son côté, un intérêt pour venir vraiment de la partie produit dans d'autres entreprises, l'intérêt à avoir ces informations d'usage, notamment, pas que, mais en tout cas, lui, l'usage, bien évidemment, par KPI, c'était un élément important sur lequel on était déjà aligné. On avait un besoin, on avait, on va dire, un trou dans la raquette. Donc, j'ai pu l'impliquer aussi plus facilement. Oui, il y voyait aussi son intérêt à lui parce qu'il n'avait pas encore de product analytics. Alors même si nous, on ne se positionne pas comme étant un product analytics, mais effectivement, des fois, les équipes produits sont bien contentes de nous accueillir parce que on est une réponse à certaines questions qui peuvent se poser avant de mettre en place un Pendo, un Mixpanel ou des outils qui sont vraiment dédiés aux produits en tant que tel. Et le deuxième point, c'était impliquer cette équipe-là et aussi notre CEO pour être clair sur les besoins et stable, parce qu'il faut pas. On voulait aussi que ça soit soit pas changeant au cours évidemment du test, mais même après. Les référents en interne, hyper importants. À notre niveau, dans l'équipe CSM, on a aussi prévu un peu les ressources, en tout cas une core team de deux CSM qui ont été impliqués dès le début, parce qu'in fine, c'est eux les principaux utilisateurs de la plateforme, hein, c'est les end users de la plateforme, donc on avait besoin que dès le début, ça soit quelque chose qui soit réfléchi avec eux par rapport à leurs besoins. Ouais, et puis je pense que par rapport notamment à une équipe qui est importante, alors vous étiez 15 à l'époque et vous êtes plus nombreux maintenant, mais même une équipe de 15, c'est quand même pas du tout ridicule. Et effectivement, venir se dire greffer tous les CSM en même temps, avec en responsabilisant personne, c'est effectivement jamais une très bonne façon d'avancer. C'est bien d'avoir généralement un, deux honneurs
sur le sujet, qui sont là pour vérifier que le projet avance quand on est en build, et ensuite quand on est en run, qui sont là aussi pour répondre aux questions des utilisateurs en interne, former les nouveaux utilisateurs, produire des référentiels, de la documentation, etc. Ça marche. Je, donc, si je retiens en tout cas les 3 points que tu évoques, il y a le point de impliquer le produit et potentiellement lui montrer l'avantage et l'intérêt que lui peut avoir, impliquer le CEO avec, en modélisant aussi un peu le besoin et éventuellement un retour sur investissement par rapport à ça. Et 3, avoir aussi une core team avec des personnes qui lead le projet en interne. Ça marche. Et peut-être en 2 mots, tu évoquais le côté CEO. C'est vrai qu'un retour que, je veux dire, moi, j'ai souvent sur des calls en prospection, c'est voilà, mais très bien, mais en fait, le CEO, on a investi dans Salesforce, on a mis quand même pas mal d'argent, pas mal de ressources et pas mal de temps sur le setup. Donc, en fait, moi, mon CEO, il veut qu'on capitalise sur Salesforce et qu'on fasse tout sur Salesforce. Qu'est-ce qui a permis Enfin, est-ce que pour lui, c'était une évidence dès le départ que, OK, il fallait mettre en place un autre outil, ou est-ce qu'il y a eu un travail pour le convaincre? Et si oui, comment est-ce que tu t'y es pris sur cette partie-là? Bon, déjà, il faut avoir en tête qu'on est sur un CEO qui nous a laissé la main et aussi la décision finale, donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien évidemment, en ayant validé un business model et en ayant prouvé que l'argent investi dans Scaling était bien investi pour justement continuer à croître, parce qu'on savait qu'on n'allait pas être 15 toujours et on avait vraiment besoin d'être scalable, d'être industrialisable. Donc, il nous a challengé, on a été challengé en amont, bien sûr, mais une fois qu'on était aligné sur les objectifs et qu'on a démontré que c'était la meilleure solution, là, en l'occurrence, on a eu plutôt les coups des franches, j'ai envie de dire. Un élément qui a aidé aussi, c'est que lui, au moment où on a pris Salesforce, on était beaucoup moins nombreux et il était aussi en lien avec moi toutes les semaines quand c'était compliqué d'avoir la difficulté d'avoir les informations, certaines visions avec Salesforce. Lui aussi a été confronté, notamment des informations, certaines demandes qu'il m'avait faites qui par Salesforce étaient plus compliquées, malgré les intégrateurs et tout. Donc bon, il était aussi conscient du problème, il n'était pas complètement détaché du sujet. Donc ça, forcément, c'était un peu plus facile, on va dire, de le convaincre qu'il y avait des vraies difficultés, qu'on n'arrivait pas à avancer comme on le voulait. Ok, mais on en revient toujours au même sujet, quoi. Il faut que la personne soit quand même concernée et qu'elle ait son pain à elle à résoudre. Moi, En tout cas, ça facilite la démarche, quoi. exactement. Et globalement, nous, de toute façon, chez Data Impact, on n'est pas dans le but de l'outil unique, mais on est plutôt efficacité, pragmatisme et ROI rapide pour se dire, voilà, on n'est pas dans le théorique, il faut tout sous le même toit, etc. Non, on va aussi à celui qui sait faire le mieux, et si on le prouve en interne, on nous laisse aussi on va dire, cette autonomie-là. Oui, puis vous aviez eu un mois pour le tester, faire aussi la preuve du concept et montrer que ça Exactement. marchait. Ça marche. Je vois qu'il y a quelques questions sur le Ouais. chat. Peut-être avant de prendre la première question et pour juste continuer sur le fil, là on parlait du build et de comment tu avais pu finalement convaincre en interne et avoir les bonnes ressources et l'adhésion de tout le monde. Donc ça c'est bien pour avoir l'adhésion autour de la construction et de la mise en place du projet. Ensuite, sur la partie adoption, plus spécifiquement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donc tu nous avais expliqué qu'il y avait, que tu avais deux personnes qui avaient été lead sur le projet, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été la démarche pour faire adhérer les équipes autour de la solution, voilà, en run, et encore une fois avec une équipe qui est dispatchée sur au moins 3 pays et qui est quand même une équipe relativement large. Combien? 4 pays? Sur 4 pays maintenant. On a 3 CSM en Malaisie également. Ok. Alors, il y a plusieurs choses pour tous les CSM. Là, on est présent en Asie, du coup, nous. Ok, je savais pas. Exactement, je suis présent en Asie. Ok. On a utilisé progressivement dans nos points, bon, nous on fait des points hebdomadaires avec, moi je fais un point avec certains CSM, etc. On les a utilisés, progressivement les a utilisés dans nos points hebdomadaires, le health score des différents clients. Et potentiellement, évidemment, on ne fait pas une revue de tout,
mais ça nous aide aussi à monitorer voilà, ce qui se passe, voilà, les actualités, et on va deep diver potentiellement creuser sur un parce qu'on voit qu'il y a un low score, par exemple, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une histoire d'usage, d'interaction, d'autres éléments? Ensuite, comme on a parfois des clients sur beaucoup de pays, ben on va faire un point mensuel par client et on utilise également Scaling. On revoit pays par pays, le L-score, etc. On s'est aussi fixé un objectif pour l'équipe. C'est un de nos KPI qu'on suit et sur lequel notre CEO, pour le coup, nous a challengé. Voilà, on s'est fixé un L-score à atteindre collectivement. C'est pas uniquement client par client, mais c'est aussi quelque chose qu'on suit tous les 15 jours dans nos réunions avec tous les CSM. Et on avait aussi, pour partager en interne, avec les autres responsables d'équipe, c'est un des KPI qu'on suit. Et globalement, pour les nouveaux, ben, on a développé tout un matériel, notamment des vidéos, des PowerPoint pour former les nouveaux, un channel aussi qui est dédié. On utilise Slack et pour le coup, on a un channel expressément pour faire le lien entre les questions des CSM et puis les CSM en interne qui sont en lead du projet. On a des Notion notamment pour récapituler toutes ces infos et encore une fois, les CSM références sont très importants parce qu'ils sont là avant de poser des questions à Nicolas pour aider en cas de besoin. C'est gentil ça. Ça marche très bien. Merci pour le retour. Peut-être, enfin moi il me reste une ou deux questions, mais Ouais. on peut faire un détour par les questions qui ont été posées. Notamment, il y a Tom. Ouais. Donc il y en a peut-être qui seront plutôt pour moi, d'autres pour toi. On va voir. Tom qui demande est-ce que la communication entre Scaling et Salesforce est unilatérale? Est-ce qu'on peut reprendre des informations générées dans Scaling pour les ajouter dans Salesforce de manière dynamique? Donc effectivement, alors la communication entre Scaling et Salesforce est bilatérale. Donc on peut se synchroniser dans les deux sens, c'est-à-dire que voilà, notamment à la signature d'un deal, on synchronise le client dans Scaling, on récupère tout ce qui est notes, interactions. Pour répondre d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait une question de Virginie, on peut reprendre aussi les informations financières dans le CRM. Donc, je reviendrai sur ça plus en détail. Mais bref, on va récupérer donc le compte, les contacts, les informations sur les comptes, les contacts, les opportunités qui ont été gagnées, des attributs qui sont liés au client. Ça, on va le synchroniser. Et par la suite, effectivement, si vous souhaitez que ce soit branché en bidirectionnel, les mises à jour de Scaling mettent à jour Salesforce, les mises à jour de Salesforce mettent à jour Scaling. Et l'objectif, c'est que tout le monde ait une information à jour sans qu'il y ait de double saisie entre les différents systèmes. Alors, je continue peut-être dans la lignée. Donc, Virginie qui demandait donc si on peut récupérer les informations financières du CRM. Donc, la réponse est oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on va récupérer, c'est qu'on va récupérer notamment les informations donc avec des deals qui sont des deals gagnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'aurai une réponse un petit peu différente dans quelques mois, mais aujourd'hui, la partie pipeline, elle reste gérée côté Salesforce. Donc, nous, on va s'intéresser aux opportunités qui sont gagnées. Puis, si effectivement, à un moment, il y avait un deal initial de 100, puis un upsell de 50, puis un autre upsell de 20, voilà, on a les trois informations et on sait qu'aujourd'hui, le client paye 170 et qu'il a fait 70% de croissance depuis qu'il est rentré. Donc, effectivement, on récupère automatiquement ces informations depuis Salesforce. Et comme Salesforce, bien sûr, il y a autant de Salesforce que de boîtes à peu près, on peut le récupérer au niveau d'une opportunité, au niveau du compte ou de n'importe quel objet, contrat ou autre objet que vous auriez côté Salesforce. Et puis, question de Thomas, qui dit avec du partage de données CRM, est-ce que vous avez des difficultés à brancher les solutions tout en gérant l'aspect RGPD? En fait, pas réellement dans le sens où déjà, nous, on n'est pas responsable de la collecte des données, c'est-à-dire que c'est toujours nos clients qui sont responsables de la collecte des données et donc qui s'assurent que la collecte est faite dans les bonnes conditions et qui respectent l'état de l'art. Et ensuite, du coup, cette donnée est utilisée dans Scaling. Et d'un point de vue RGPD spécifiquement, bon, en soi, que vous traitiez la donnée dans un Salesforce ou dans Scaling, en soi, la donnée, de toute façon, elle existe. J'allais dire avec
l'avantage, alors je m'avance peut-être, mais je ne sais pas si Salesforce la donnée est toujours hébergée en zone Europe ou en France. Nous, la donnée, elle est toujours hébergée en zone Europe. Et le principe de base, c'est quoi? C'est de dire, si vous mettez en place des trackers, mais que ce soit Scaling, Google Analytics ou un tracker HubSpot ou peu importe, vous avez, si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, un devoir d'information de vos clients. Et donc, la plupart du temps, ça se règle en ajoutant une clause dans vos conditions générales de vente ou dans vos contrats, qui fait que, à partir du moment où vos clients acceptent de travailler avec vous, bah, ils savent qu'il y a un tag Google Analytics qui est posé, qu'il y a un tag Scaling et qu'il y a des informations qui sont susceptibles d'être traitées dans un CRM type Salesforce ou dans une solution de Customer Success type Scaling. Donc voilà un peu pour la réponse générale, sans que je sois juriste spécialisé sur la question. Mais la donnée de la collecte, enfin la collecte de la donnée, c'est vous qui en êtes garant et du coup c'est vous qui devez informer vos clients de la bonne façon pour être RGPD compliant. Voilà pour ces questions-là. Question de Tom qui est un peu différente de ce sujet-là. Est-ce que Scaling peut nous aider à construire un Customer Success Plan? Alors aujourd'hui, c'est pas notre rôle principal de construire un Success Plan. Après, vous avez quand même la possibilité de définir des objectifs et d'avoir des playbooks en disant voilà, si objectif atteint, je fais ça. Si objectif 2 atteint, je fais ça. On a perdu Cyril en route. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Et donc voilà, donc on va pouvoir le construire sous forme de playbook. Et d'ici quelques mois, sans que j'ai une date plus précise à communiquer pour l'instant, il y aura un onglet Success Plan sur la fiche des clients pour pouvoir structurer ces informations en listant les objectifs, le niveau d'atteinte de ces objectifs, etc. Donc ça, c'est plus quelque chose qui est en roadmap et qui aujourd'hui va être géré avec des playbooks. Du coup, je pense qu'on a répondu aux questions qui étaient posées. Moi, il m'en reste du coup une ou deux. Donc, comme on se disait, ça fait 2 ans que tu as mis avec l'équipe Scaling en place. Est-ce que tu dirais que depuis 2 ans, vos besoins ont évolué? Et si en fait tu devais le refaire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais potentiellement différemment de la façon dont vous l'avez fait à l'époque? Est-ce que déjà vous m'entendez? Parce que j'ai perdu la connexion. Oui. C'est bon, on t'entend. Ok. Effectivement, le point, c'est que déjà, on a une équipe qui a doublé, on est sur, comme je le disais, sur 4 pays, 4 bureaux, etc. Donc, et on reste toujours dans une approche où on se challenge, on challenge la vision. Donc oui, les besoins évolués. Si je devais un élément à prendre en compte aussi en termes de recommandations pour ceux qui commencera à travailler avec Scaling, pour le coup, de manière générale, c'est de pouvoir industrialiser dès le début. Nous, en tout cas, on a priorisé d'autres aspects, mais celui-là, je pense qu'on aurait pu, de notre côté, en tout cas, plus travailler des playbooks pour que être prêt quand l'équipe qui grandit, il y a un peu une baisse d'engagement, mais qu'on utilise aussi tous ces playbooks, ces outils d'industrialisation pour avoir un engagement qui reste assez important des équipes. Voilà, c'est le point principal que je mettrai en avant. Ouais, potentiellement, et je pense dans votre contexte où vous avez un ADN très high touch, effectivement, où une partie d'entre vous, vous venez du conseil, etc. Je pense qu'il y a un truc qui est un peu contre nature là-dedans, et c'est vrai que des fois, on a tendance à associer automatisation au fait que associer ça avec des emails qui vont partir sans que tu puisses garder le contrôle dessus, etc. Et des workflows et des playbooks, c'est pas uniquement ça, c'est juste aussi se mettre les bonnes alertes, déclencher les bonnes tâches chez les CSM en fonction de conditions que tu as définies, en fonction d'un score qui baisse, d'un usage qui baisse, d'une feature qui est plus utilisée, que tu n'as plus de point de contact depuis X temps. Mais effectivement, je pense qu'il y a un truc où, à un moment, ça vous a demandé de lutter un peu contre votre ADN, très high touch, encore une fois, limite consulting.
pour mettre en place ces premières actions. Ok, donc toi, ce serait ça ta reco, en tout cas, pas attendre d'être beaucoup et être au pied du mur pour le faire, mais l'anticiper en fait et le mettre en place le plus tôt possible, quitte à mettre en place des playbooks simples au départ, mais commencer très vite à mettre un pied dedans pour que ce soit plus fluide. Bah écoute, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que, je sais pas, on a abordé pas mal de thématiques. Est-ce que toi, tu veux ajouter un dernier mot pour la fin, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour des principaux sujets? Non, on a fait globalement le tour. Après, un point que j'ai un petit peu évoqué, mais en miroir avec ce qu'on avait sur Salesforce, c'est l'élément aussi important qui a beaucoup aidé, hein, c'est l'accompagnement. On a beaucoup parlé de la plateforme, des avantages, des playbooks, etc. Nous aussi, on a une plateforme et nous aussi, on préfère avoir des relations de partenaires, de collaboration, et ce qu'on a avec Scalin. Donc ça ne veut pas dire que tout fonctionne toujours parfaitement, mais on est transparent, on se challenge, et on est en phase d'interlocuteurs, comme toi Nicolas, mais le reste de l'équipe aussi, réactifs, qui sont dispo. Voilà, ça fait, qui connaissent aussi nos contraintes, qui connaissent le customer success, et ça aussi, ça fait la différence. Voilà, il n'y a pas qu'une plateforme qui est vendue, c'est aussi être capable de pouvoir nous conseiller quand besoin sur qu'est-ce qu'un bon L-score, typiquement, question, et aussi être réactif sur on a identifié tel sujet. Nous, encore une fois, on est des gros utilisateurs de la plateforme, hein, donc forcément, on va challenger aussi quand on voit des choses. On a 40 utilisateurs derrière qui ont différents comptes. Donc, si on n'avait pas une réactivité et aussi une visibilité sur OK, bon, on va modifier ou alors on va réexpliquer, etc. Je serais pas là en train de aussi parler de l'expérience depuis 2 ans et demi avec Scaling. Ça marche, bon, c'est clair. Donc, ouais, en tout cas, c'est pas que l'outil et tu trouves plus la dispo que tu n'avais pas forcément côté Salesforce. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci en tout cas pour ce retour d'expérience et merci d'avoir pris de ton temps pour participer à ce webinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, merci beaucoup, Cyril. Merci à Nicolas. tous de nous avoir suivis. Et puis, voilà. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, il y aura un replay qui sera disponible. Donc, merci à tous et bonne fin de journée, Cyril. Merci Nicolas. À bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir.